En 1885, Émile Zola publie son roman Germinal. Il y décrit les conditions de vie insupportables et dégradantes des mineurs de France. Il y dénonce les répressions violentes que subissent ces hommes qui osent se mettre en grève. Pourtant, en France, la loi Olivier existait depuis déjà 21 ans. Une loi instaurant le droit de grève, de coalition, d'être syndiqué. Mais ces droits n'étaient pas respectés par le patronat. Aujourd'hui, quand on lit Germinal, on pense « ce roman est vraiment moderne pour son temps ». Zola était un homme novateur. Heureusement qu'il était là, car c'est grâce à lui que l'homme a su ouvrir les yeux pour corriger ces injustices. Et oui, nous les avons, ces droits, dorénavant. Ils nous sont acquis, à nous, Français, à nous, Européens, à nous, humains, enfin, jusqu'à un certain point. Si je vous raconte l'histoire des mineurs de Marikana en Afrique du Sud, de leurs grèves réprimées dans le sang, de veuves et d'orphelins, et cela parce que des pères revendiquaient un salaire juste, me croirez-vous? Oui, vous penserez que je vous parle de l'apartheid. Mais si ces événements sont survenus en août 2012, alors vous me répondrez que je dois me tromper, que ce n'est pas plausible, ce n'est pas le bon siècle. Les mines de Marikana ne sont pas les mines de Montsou. Ce n'est ni notre époque, ni notre société, ni notre civilisation. Ne sommes-nous pas devenus plus évolués, plus justes, plus humains? Et pourtant, la voilà notre époque, notre société. L'entreprise britannique minière Longmin exploite ses travailleurs d'Afrique du Sud depuis des années et personne n'a jamais rien dit jusqu'à août dernier. Des hommes ont fini par protester, par ne plus accepter ces conditions de vie intolérables. Ils se sont réunis et ont crié que 4 000 rands, soit 400 € par mois, ne sont pas suffisants pour vivre. Crier que 400 € par mois ne permettent pas de nourrir une famille de 4 enfants et de loger cette même famille dans des conditions décentes. 400 € ne créent même pas l'illusion de pouvoir offrir un avenir à ses enfants. Car on ne devient pas mineur par choix ou par fidélité à ses racines, mais par obligation. Parce qu'il n'y a pas d'autre emploi. Et parce que l'on n'a pas reçu l'éducation qui aurait permis d'accéder à un autre métier. Ces hommes ont demandé 1 200 € par mois. On leur a répondu « c'est bien trop ». Ils ont demandé une allocation logement de 100 € et ont reçu la même réponse. Après tout, ils ne travaillent que 45 heures par semaine, que 9 heures par jour. Alors comment osent-ils réclamer autant? 45 heures par semaine, jour après jour, à faire le même travail. Un travail hébétant, exténuant, éreintant. Un travail où chaque jour ces hommes mettent en péril leur vie avec le risque constant d'effondrement et d'incendie. Un travail qui détruit insidieusement leur santé. Un travail à l'origine de silicose et d'autres maladies respiratoires. Et l'on prétend que ce n'est rien. Où sont passées ces paroles que Mandela prononça ce 10 mai 1994 à Pretoria? Ces paroles qui disaient que la justice soit la même pour tous, que la paix existe pour tous, qu'il y ait du travail, de l'eau, du pain et du sel pour tous. Belles paroles, mais tant de fois piétinées et si souvent bafouées, alors les mineurs se mettent en grève. En grève pour qu'on entende leurs revendications. Un ultimatum tombe. S'ils ne reprennent pas le chemin du travail, ils s'exposent au risque de licenciement. De plus, on leur explique que les temps sont durs
pour les entreprises minières. Que Longmin, troisième producteur de platine au monde, dont les bénéfices en 2012 n'étaient que de 389 millions d'euros, ne peut pas se permettre de satisfaire leurs revendications. Le prix du platine n'a cessé d'augmenter depuis août, mais ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Il faut donc manifester pour se faire entendre. Les hommes sortent, s'installent devant les mines. 3000 travailleurs, bâtons en main, criant leur rage et leur colère. Aussitôt, l'entreprise minière s'associe à la police pour réprimer le plus tôt possible cette révolte qui devient gênante. Le 16 août 2012, la police fait face aux manifestants. Elle utilise tout d'abord des gaz lacrymogènes, puis des canons à eau. Et enfin, parce que des hommes armés de simples bâtons, c'est tellement dangereux, elle tire sans sommation à balles réelles. Les corps tombent un à un. 259 arrestations, 78 blessés, 36 morts, et tout autant de familles déchirées, tout autant de femmes qui devront désormais subvenir seules aux besoins de leurs enfants, car ce sont des pères, des fils, des époux, des amis que l'on a abattus comme des bêtes. À plusieurs jours après ce massacre, le chef de l'État, Jacob Zuma, déclare le deuil national et la création d'une commission d'enquête. Est-ce suffisant pour calmer les esprits? Non. Cette fusillade a ravivé des souvenirs de l'apartheid, des souvenirs de haine, de ségrégation, de violence, des souvenirs opposés à l'hymne sud-africain. Retentit l'appel à l'unisson, et c'est unis que nous serons, vivons et luttons pour que la liberté triomphe en Afrique du Sud, notre nation. Peuvent-ils tourner la page? Non, car comble de cynisme, les autorités inculpent de meurtre les mineurs, utilisant une loi qui stipule que toute personne complotant avec une autre pour la perpétration d'un crime ou qui incite ou provoque une personne à commettre un crime est elle-même coupable comme s'il ou elle l'avait commis. Une loi datant de la ségrégation est utilisée pour emprisonner les groupes anti-apartheid. Une loi faisant reposer la faute de la fusillade sur les mineurs, alors que familles et journalistes témoignent que la police a tiré en premier. Une loi qui n'a pas lieu d'être dans un cas comme celui-ci. Les accusations sont retirées. L'entreprise minière propose des accords salariaux aux syndicats qui s'empressent de les signer pour mettre fin aux violences. Mais pour quelques rentes de plus, peuvent-ils reprendre le chemin des mines comme si de rien n'était? Peuvent-ils reprendre leur vie de tous les jours après le sacrifice de leurs amis? Non, ce serait bafouer leur mémoire. Cela signifierait que leur mort aurait été vaine. Et ça, ils ne le veulent pas. Quelques rentes de plus n'effaceront pas les larmes, ne feront pas oublier les pertes et la peine ressentie. Ils veulent que l'entreprise minière reconnaisse ses torts et leur accorde un salaire juste. Ils veulent que la police regrette ce qu'elle leur a fait subir. Ils veulent que la justice fasse son devoir et qu'elle soit équitable comme elle devrait l'être. Ils veulent que l'État reconnaisse qu'il aurait dû agir plus tôt, qu'il aurait dû faire quelque chose, car ces hommes sont des citoyens au même titre que les autres et qu'ils méritent leur attention. Être pauvre ne signifie pas qu'ils ne sont pas dignes.
peuvent-ils oublier le sang qui a coulé sans que personne n'agisse? Non, ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent plus non plus se contenter de la précarité de leurs emplois. Ils ont des droits et les feront entendre au nom de l'égalité, au nom des hommes fusillés. Alors leur combat continuera. Il continuera tant qu'en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, il restera des hommes insensibles, indifférents à leur malheur, car leur cas n'est pas unique. Et pourtant, nous restons là, avachis sur nos fauteuils, à faire comme si de rien n'était, comme s'il n'existait pas. Il y a quelques jours seulement, le 15 janvier 2013, 14 000 licenciements ont à nouveau été annoncés à Marikana. Et encore une fois, nous n'avons rien dit. Peut-être parce que malgré les beaux discours, nous ne sommes pas encore tous égaux. Nous n'avons pas tous la même valeur. Mais alors, en quoi avons-nous évolué? Nous, au pays des droits de l'homme, en quoi sommes-nous différents d'il y a quelques siècles? En quoi l'histoire de Bongile Siyolo et de Shadrach M. Saba, mineurs de Marikana, sera-t-elle différente de celle d'Étienne Lantier et de Catherine Maheu, décrite il y a de cela 127 ans par Émile Zola? L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent par conséquent agir les uns envers les autres en toute fraternité. Mais moi, je ne vois ni liberté, ni égalité, et encore moins fraternité quand on me parle de Marikana.